Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le débrief. La Chambre des représentants a donc adopté en séance plénière le projet de loi de finances 2024 par 180 votes pour, 53 contre et une seule abstention. En commission, ce sont plus de 400 amendements qui ont été examinés et ils ont porté principalement sur la réforme progressive de la TVA, de la taxe intérieure de consommation, des tarifs de droits de douane ainsi que sur les taux de TVA pour assurer la neutralité. Le projet de loi de finances, selon la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Ftah, est basé sur la nécessaire soutenabilité des finances publiques qui constitue, selon elle, une condition fondamentale pour la mise en œuvre des réformes structurelles et la consécration de l'État social. Très bien, mais le vote, l'adoption et l'acceptation de ce PLF n'ont été rendus possibles que suite à des changements dans la mouture, la première mouture proposée par le gouvernement. Ces changements ciblent principalement la TVA offrant des exonérations aux ménages pour les ventes et livraisons d'eau par les organismes de distribution publique, ainsi que pour les services d'assainissement et de location de compteurs d'eau, limitant cette exonération à l'eau domestique. Ces changements ont été qualifiés de rétropédalage par la plupart des observateurs, les médias entre autres, et certains affirment qu'il ne s'agit pas d'une réforme de la TVA mais de la recette fiscale, ce qui va dans le sens de ce qu'a dit la ministre, en l'occurrence, soutenir les finances publiques, le fameux principe de la soutenabilité des finances publiques. La dynamique d'élaboration de ce PLF est donc complexe en matière de politique fiscale et de gestion budgétaire, car elle aspire à équilibrer les intérêts économiques, sociaux et fiscaux tout en assurant à l'État les ressources pour financer ses grands projets. Nous analyserons donc ce PLF, ses discussions et la nature des amendements et nous parlerons aussi de la question de l'éducation nationale avec nos invités. L'éducation nationale qui, comme chacun sait, est actuellement en crise. Alors, nous recevons Madame Iman Boulala. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef d'EcoActu.ema. C'est bien ça? Tout à fait. Marhaba. C'est Mohamed Raj, bonjour. Merci d'être avec nous aussi. Vous êtes économiste fiscaliste, vous êtes professeur émérite et vous êtes aussi ancien président d'université. Merci d'être avec nous. Cédric Issaoui, bonsoir. Vous êtes analyste politique et merci à vous trois donc d'être là. Alors on commence par vous, Mohamed Raj. Donc le PLF a été adopté, comme je l'ai dit, en plénière, mais au prix de concessions du gouvernement. Certains parmi les médias, certains autres appellent ça un rétropédalage. Alors selon vous, même question pour les autres, rétropédalage ou pas rétropédalage? Oui, lors de la discussion du projet de loi de finances, heureusement que le gouvernement a fait un pas positif en acceptant de revoir sa copie en matière de réforme, entre guillemets, qu'il proposait en matière de TVA. Et Dieu merci, là, moi, je la situe au niveau de la sagesse. C'est vrai, effectivement, c'est un rétropédalage, c'est un recul, c'est une concession, mais elle est raisonnable, cette concession, parce que tout simplement, c'est un non-sens à la fois sur le plan économique, ni sur le plan social, de venir en une seule fois, soi-disant, dans le cadre d'une réforme fiscale, toucher les produits de base qui sont consommés par tous les Marocains sans exception, à savoir la consommation de l'eau fournie par les régies locales, l'augmentation de l'électricité qui est consommée par tous les ménages et le transport qui est consommé par tous les ménages, mais également toutes les personnes physiques, mais également le transport des marchandises. Donc derrière cette proposition de réforme, en faisant passer les taux de 7% à 10% pour l'eau ou bien le compteur d'eau et de 10 à 14, de 14% à 20% en matière de transport, mais également en matière d'électricité, l'objectif non avoué du gouvernement, c'était tout simplement de dégager des recettes fiscales supplémentaires pour financer, bien sûr, une partie des politiques publiques. Donc, lorsque j'arrive à ce poste, et déjà au niveau de ce plateau de télévision, on avait personnellement porté des critiques acerbes contre ces propositions. Sur ces points-là même qui ont été revus par le gouvernement. Acerbes, parce que tout simplement, surtout lorsqu'on prétend être un État social, et arriver en fin de compte avec des mesures en contradiction avec cette appellation de l'État social. En principe, les mesures proposées dans le cadre de la réforme devaient être en faveur des ménages, en décidant par exemple d'exonérer tous les médicaments comme ils l'ont fait,
toutes les fournitures scolaires, mais également exonérer l'eau. Et pourquoi ne pas exonérer l'électricité, au moins pour la partie consommation des ménages? Malheureusement, ça n'a pas été le cas au niveau de la mouture initiale. Dieu merci, la sagesse, comme je viens de le dire, l'a emporté, mais il y a beaucoup de choses à faire et j'attends de la deuxième chambre qu'elle continue pour faire de telle sorte que certains produits restent à la portée de tous les Marocains sans subir la moindre pression sur le plan fiscal. Et si je prends les cas des médicaments et des fournitures scolaires, sans parler bien sûr du beurre et du savon, moi je le considère comme un cadeau empoisonné. C'est une façon de revenir à une taxation avec une main, ce qu'on avait donné d'une autre main. Pour une simple raison, c'est que les médicaments ne vont pas bénéficier de l'exonération au niveau de la phase de production. Je prends un fabricant de médicaments. Lorsqu'il va acheter des machines, il va payer 20% de TVA. On va revenir sur le côté, sur le secteur pharmaceutique. Mohamed Rach, si vous me permettez, Iman Bourara, à vous. Donc c'est à moi de faire maintenant une sorte de rétropédalage. Est-ce que je ne vais plus parler de rétropédalage, de nécessaire concession, peut-être, je reprends le terme sagesse qui a été utilisé par votre Oui, tout à fait. voisin. Moi, je suis dans une optique beaucoup plus consensuelle, puisque un projet de loi de finances, c'est un acte législatif par lequel le Parlement autorise l'exécutif à encaisser des recettes et à engager des dépenses. Donc c'est un moment de débat entre les deux pouvoirs législatifs et exécutifs. Donc il est normal qu'il y ait des va-et-vient dans un contexte où, bien sûr, l'exécutif, il y a une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête, c'est-à-dire une conjoncture des plus difficiles, avoir une gestion rigoureuse des deniers au fait des ressources nationales et devoir bien évidemment financer tous les grands chantiers de réforme, notamment nous avons le projet de l'élargissement de la couverture sociale, c'est très important, c'est l'une des bases de l'État social qui est l'une des priorités qui ont été dévoilées dans la note de cadrage du chef du gouvernement en août dernier. Il y a également la question, on va dire, urgente, celle du plan de reconstruction de l'Haouz. Ça, c'était inattendu et ça, c'est un choc qui intervient en cours de route qu'il faudra bien évidemment gérer. Il y a d'autres chantiers tout aussi importants que celui de la réforme de la santé et de l'éducation nationale, c'est un coût. Donc il faut chercher les moyens de ces ambitions. Et puis rétropédalage, je ne dirais pas ça parce que j'estime que l'exécutif, il jouit d'une majorité des plus confortables. D'ailleurs, le score de vote est, je pense, est parmi les plus excellents, avec 180 voix pour. Et les amendements approuvés quelque part, ils répondent à un consensus. Serraj a parlé de sagesse, moi je dis aussi il s'agit de bon sens. Dans le contexte actuel, on ne peut pas accabler le contribuable ni le citoyen dans un contexte où son pouvoir d'achat est largement érodé. Par contre, pour moi, ce qui peut être considéré comme un rétropédalage, ce sont les prévisions de croissance qui sont en deçà, bien évidemment, de l'engagement gouvernemental de 4%. On est à 3,7%. Ça, pour moi, c'est un élément sur lequel il faudrait réfléchir, c'est-à-dire les moyens on va dire restructuration de l'économie, la création de richesses et la création d'emplois, parce qu'à mon sens, c'est le plus important dans le contexte actuel, c'est celui d'améliorer aussi bien les indicateurs économiques et les indicateurs sociaux. Et ces indicateurs sociaux, notamment le moral des ménages, la consommation, le PIB par habitant, la consommation par habitant sont au plus bas. Donc ça, c'est le défi majeur de ce PLF 2024. On reviendra sur le côté consommation. Oui. Driss Essaoui, à vous. Donc, il y a plusieurs mots qui reviennent. Il y a la sagesse, il y a le rétropédalage, il y a la concession, il y a le bon sens. C'est le propre de la réforme du dispositif fiscal. Vous savez, ceux qui sont à l'intérieur de la machine réforme fiscale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les techniciens, il y a les politiques et il y a les donneurs d'ordre qui sont aussi de l'autre côté. Et quand on est dans les assises de 2019, on a discuté justement de toutes les formes de réformes qui devaient être introduites. Ça n'a pas été facile, parce qu'il fallait faire des réformes propres aux entreprises internationales qui sont établies au Maroc. Il fallait faire aussi des réformes
sur un certain nombre de droits et taxes. Les taxes, même locales, devaient être introduites. Et même, on a même pensé à avoir une charte pour la réforme fiscale qui n'a été adoptée que cette année. Et ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de tergiversations. Et finalement, chaque gouvernement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quand on présente un projet de loi de finances, c'est un cadre comptable dans lequel nous réfléchissons sur comment on va gérer les grands équilibres, les petits équilibres à l'intérieur d'une année. Et ce n'est pas du tout un document définitif qui va dire « voilà, on va gérer l'économie de cette manière ». Et finalement, moi je pense qu'il faut toujours voir ce qui, la partie pleine et la partie vide du verre et ne pas dire que c'est comme ça c'est un rétropédalage, ça c'est une avancée. Les avancées sont toujours relatives et les rétropédalages c'est aussi très relatif. Finalement, le gouvernement ne fait que aller dans... Ajuster. Comment ? Ajuster. Absolument, il ne fait qu'ajuster ses positions. Et c'est, disons, parce qu'en fait, le gouvernement est là pour établir un certain nombre de règles qui lui permettront de gérer au mieux durant l'exercice budgétaire tous les équilibres dont il a parlé. Alors aujourd'hui, on est en train de parler de la TVA sur un certain nombre de produits. Il fallait y réfléchir. Il faut voir, on ne peut pas taxer tous les produits de la même manière, particulièrement la TVA, qui est un impôt indirect et qui permet aussi de financer les équilibres financiers de l'État. Je pense qu'il fallait mener une réflexion à ce niveau-là. Et c'est extrêmement difficile de dire c'est un rétropédalage ou c'est une avancée rapide. C'est très compliqué, sincèrement. Alors, Mohamed Raj, tout à l'heure, je vous ai coupé parce que vous entriez dans les détails et vous avez parlé de cette précédente émission, ici même, sur ce plateau, où vous aviez critiqué cette question de TVA. Alors, est-ce que, les amendements adoptés répondent aux critiques que vous aviez formulées, aux réserves que vous aviez? Et est-ce que, contrairement à ce que vous dites tous les trois, avant de faire un projet de loi, il y a quand même une majorité, comme vous le disiez, Iman Bourara, il y a une majorité qui est compacte, qui est cohérente avec un gouvernement. Est-ce qu'avant de présenter ce genre de projet de PLF, qu'il n'y ait pas une discussion entre les deux pouvoirs que sont l'exécutif et le législatif? Avant de répondre directement à la question et dans la lignée de l'intervention de Seyyed Issaoui, je pose la question au niveau de la méthode. Le gouvernement, au lieu de présenter son projet de réforme à part et d'engager une discussion sur tous les éléments qui concernent la réforme, quitte à prendre tout le temps nécessaire, on l'a fait dans les années 80. On avait proposé un projet de loi cadre en 1980, on l'avait adopté en 1982, donc 2 ans de discussion sur le projet de loi cadre. On l'a gardé dans les tiroirs du ministère des Finances jusqu'à 1984 pour le publier au bulletin officiel. 1985, on avait consacré toute une loi de réforme portant uniquement sur la TVA. 1 an plus tard, le gouvernement avait présenté un projet de loi concernant l'impôt sur les sociétés. 2 ans plus tard, le gouvernement avait présenté un projet de loi concernant l'impôt général sur le revenu. Donc, en d'autres termes, presque une décennie a été consacrée uniquement à la réforme, avec 2 grands bonhommes qui étaient ministres des Finances à l'époque, c'est Jouhari ou c'est Bradallah et Tourf Amram. On avait échangé énormément avec ces 2 ministres. Et en fin de compte, le projet a été adopté avec ses points positifs et ses points négatifs. Et pendant 30 ans, on a travaillé, on a fonctionné avec un système fiscal tel qu'il a été adopté dans les années 80. Bien sûr, avec le temps, le projet ou bien le système a été vidé de sa substance, au point, en 1999, on s'est retrouvé devant un système qui est complètement différent du système des années 80. Puis, lors des assises fiscales de 1999, on avait insisté sur l'obligation de revoir le système, puis on l'a fait en 2013, puis on l'a fait en 2019, lors des assises fiscales le 3-4 mai. Donc ici, le gouvernement, au lieu de préparer son propre projet de loi concernant tout le Code général des impôts sur la base, bien sûr, des objectifs et principes adoptés dans le cadre du projet de loi cadre, il est venu utiliser un cadre qui est en principe un cadre conjoncturel. Un projet de loi de finances ne traite que 12 mois.
et qui traite de tous les aspects, l'aspect juridique, l'aspect comptable, l'aspect économique, l'aspect fiscal, l'aspect social, l'aspect sportif, l'aspect culturel. Donc au lieu de réserver un débat uniquement autour de la réforme, on a tout simplement été mêlés et mélangés dans le cadre de la discussion à propos du même texte. Certains abordent les aspects de la fiscalité, d'autres abordent la question de l'endettement, d'autres les postes de travail. Là, au niveau de la méthode, le gouvernement a raté complètement le coche en matière de la réforme. La réforme, il faut engager une discussion. Pourquoi ? Parce qu'une réforme va engager tout le système et tout l'État marocain et tous les acteurs au moins pendant 30 ans, 40 ans. Parce qu'on ne change pas de système chaque année. On change les lois de finances chaque année. Maintenant, pour revenir à la question des amendements, oui, j'ai critiqué, je critique toujours, parce que la petite concession faite par le gouvernement ne répond pas à mes attentes. Moi, j'aurais bien aimé que l'électricité, à défaut de la faire passer à 20%, de la rétrograder à 10%. J'aurais bien aimé que l'eau, le savon, les médicaments passent à 0%, pas exonération. Parce qu'actuellement, dans la mouture de la loi, on vous dit exonération sans droit à déduction si je parle les médicaments, les fournitures scolaires. Comme on a affaire à des entreprises qui sont privées, leur raison d'être, c'est de faire le profit. Et pour faire le profit, il faut produire un médicament, déterminer son prix de revient, sa marge bénéficiaire pour le mettre à la disposition du consommateur. Maintenant, le fait que les médicaments ne bénéficient pas du droit de déduction, ça signifie que le producteur, lorsqu'il va acheter une machine, il ne peut pas récupérer la TVA. Lorsqu'il achète les matières premières, il ne peut pas récupérer la TVA. Alors, on va revenir sur la pharmacie, justement. Je voulais simplement savoir si ça répondait à vos critiques. Non, en partie. Non. En partie. Mais en partie. Mais on va revenir sur le cas pratique de l'industrie pharmaceutique. Avant, Imam Boulara, une question sur cette question de pouvoir d'achat. Vous vouliez en parler tout à l'heure, je vous avais promis d'y revenir, j'y reviens. Donc le pouvoir d'achat, le gouvernement parle beaucoup, pouvoir d'achat, classe moyenne, maîtriser l'inflation et tout. Or, d'un côté, nous avons la contrainte de la soutenabilité des finances publiques, ce qui passe par l'augmentation des recettes, donc l'augmentation le renforcement de la fiscalité dans le sens d'augmenter, et d'un autre côté, il y a un objectif de renforcer le pouvoir d'achat. Est-ce qu'ils peuvent concilier? C'est pas contradictoire? Est-ce que c'est pas des slogans d'un côté pour dire nous devons faire pour la classe moyenne, mais dans la réalité, on passe à la caisse? Oui, ben, c'est le dilemme récurrent inhérent à l'élaboration d'un projet de loi de finances. Et on ne peut pas le juger, on peut en apporter une appréciation de certaines dispositions. Donc la réponse, est-ce qu'il y a des mesures qui soutiennent le pouvoir d'achat des Marocains? Oui et non. Oui, dans la mesure où le projet de loi de finances vient en soutien à des politiques publiques, il ne faut pas l'oublier, donc il vient en renfort. Ce n'est pas la politique publique, le PLF, comme l'a dit M. Aissaoui, c'est une sorte de feuille de route comptable, ni plus ni moins. Elle vient en soutien de l'action politique de l'acteur public. Donc que ce soit dans le domaine de l'économie, dans l'industrie, dans la finance, dans la santé, dans l'éducation, etc. Et donc je dirais oui, dans le sens où ce PLF 2024 vient évidemment en renfort aux grands chantiers sociaux lancés sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ça, c'est très important, puisque quand on parle, par exemple, du basculement des ramédistes vers l'AMO et la généralisation de l'AMO, ça, c'est un point très important. Donc, c'est de nature à alléger, on va dire, la bourse du citoyen marocain qui va recourir aux soins de santé. Vous avez des allocations, l'aide directe sociale, donc une aide directe ciblée, donc on s'attend à plus d'efficience à des catégories sociales qui sont plus vulnérables que d'autres. Vous avez l'aide au logement aussi, on verra bien sûr par la suite comment les conditions de profiter de cette aide vont être déclinées. Le plan de reconstruction de l'Haus, ça aussi c'est
pour moi, c'est primordial. Il n'y a pas des Maroc, il y a un seul Maroc. Et quand vous avez une région qui a subi un séisme d'une telle ampleur, il faut la remettre sur selle le plus rapidement possible. Mais en répondant sur des questions non pas conjoncturelles, mais structurelles, que ce soit l'habitat, que ce soit l'emploi, que ce soit l'alphabétisation, le service santé, le service éducation, etc., que ce soit également l'inclusion sociale et économique des jeunes de cette région. Donc, de ce point de vue, effectivement, on va dire par ruissellement, il va y avoir des effets sur le pouvoir d'achat des Marocains qui vont, mais je dis les Marocains bénéficiaires de ces projets. Mais dans une large mesure, non, parce que, par exemple, moi, en tant que citoyen marocain, est-ce qu'il y a eu des dispositions phares en termes d'impôt sur les revenus ? Non. Pas véritablement. Est-ce que quand je sors le matin faire mes courses, est-ce que mon pouvoir d'achat est préservé? Non, quand on achète le kilo de la tomate à 10 dirhams, ça fait beaucoup. L'haricot vert à 25 dirhams, il faut être réaliste, descendre, voir comment le Marocain est confronté au surenchérissement du coût de la vie. Ce n'est pas par des mesures qui sont, on va dire, à l'échelle de l'État, mais à l'échelle, bien sûr, de toutes les catégories sociales, y compris, et ça le plus important, le contribuable qui subit la pression fiscale. Celui qui subit la pression fiscale, ce n'est pas ce PLF 2024 qui va l'alléger. Et bien sûr, vous avez évoqué la question, bien sûr, de l'exonération de certains produits pharmaceutiques. Pour moi, c'est très important. Toujours est-il que l'État, ou plutôt l'exécutif, quand il prend une décision, il doit voir un petit peu le revers de la médaille. Vous l'avez évoqué par rapport aux producteurs nationaux. Ils sont vite remontés à la charge pour amender cette disposition parce qu'ils estiment qu'ils seraient lésés et donc que les efforts d'investissement pourraient être érodés. Et on parle de souveraineté industrielle et sanitaire. Attendez. Vous voulez tous les deux parler de l'industrie pharmaceutique. Vous allez y arriver. Voilà. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous dites sur le pouvoir d'achat du citoyen et les impôts qui ne vont pas, enfin, au niveau de l'impôt sur le revenu ou autre. Donc je reviens à vous deux pour le côté, pour le secteur pharmaceutique. Enfin, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Je voulais juste par rapport à ce pouvoir d'achat, et l'un des griefs que j'ai contre l'exécutif, qu'il y a dans cette majorité un parti qui avait, quand il était dans l'opposition, avait proposé bien sûr l'abattement fiscal sur les frais de scolarité du privé. Et aujourd'hui, on ne la retrouve pas. Il y a une grande partie des Marocains, ça peut être des revenus bas, ça peut être la classe moyenne et supérieure, qui sont obligés. J'évoque l'Istiqlal, bien sûr, qui avait fait cette proposition, qui a été saluée quand il était dans l'opposition. Elle n'a pas été prise en charge, en compte par l'exécutif de l'époque, et on s'attendait bien évidemment que ça soit peut-être reproposé en 2022, peut-être en 2023, et toujours rien en 2024. Ça pèse, qu'on soit sincère. Les frais de scolarité, maintenant, surtout pour les parents qui ont fait le choix forcé, il faut le souligner, forcé du privé, ça peut grignoter de 10, 20 jusqu'à 50, 60% de la rémunération mensuelle d'un couple. Et ça, pour moi, ça aurait été quelque chose qui soit la bienvenue. Mais donc, en somme, c'est juste pour dire que... Est-ce qu'il existe, Iman Bourara, un seul parti dans le monde qui, une fois qu'il est en situation de gouverner, applique ce qu'il a promis quand il était en situation... souvent, non. Dans le monde. Mais c'est notre rôle de leur rappeler leurs promesses. Ça ne coûte rien de rappeler les promesses. Voilà, c'est l'objectif aussi des débats, de rappeler un petit peu... Alors, avant de revenir à vous deux pour le secteur pharmaceutique, neutralité fiscale, TVA, etc., ce qui a été dit sur les impôts de l'Essaoui, et vous avez beaucoup travaillé sur cette réforme fiscale de 2019, est-ce que les mesures préconisées dans ce PLF entrent peu ou prou dans ce qui a été recommandé dans ces assises de la fiscalité, sachant que ça a été fait il y a presque 5 ans, donc 4 ans et demi, qu'entre-temps, je ne vous apprends rien, il y a eu la crise du Covid, il y a eu la guerre de l'Ukraine, il y a ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Moyen-Orient qui risque d'avoir des influences et des conséquences, des prolongements géoéconomiques. Est-ce que vous pensez que ce projet les recommandations assises de la fiscalité sont des recommandations mornées ou ça peut encore continuer? Non, ce sont des recommandations qui sont mises en œuvre de manière progressive. Je vais juste vous rappeler les grands principes sur lesquels le gouvernement a basé
la préparation du projet de loi de finances. Je vois ici donc tout ce qui touche à la reconstruction des zones sinistrées par le séisme de l'Haouz. Ensuite, la poursuite des réformes structurelles, le renforcement de la soutenabilité des finances publiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et le renforcement des bases de l'État social. Tout ça, c'est le cadre général qui permettra à l'État de préparer ce projet de loi de finances et on va le retrouver. C'est-à-dire quand on suit un peu ce qui a été fait. Alors, les réformes engagées, pas au niveau des assises de la fiscalité. On avait adopté tout cela, on avait même adopté une charte pour la réforme de la fiscalité. On avait projeté aussi de réformer des taxes locales. Et c'est très important pour les fluidifier, pour les rendre plus valables. Maintenant, il y a ce travail sur la TVA qui est un travail important. Il fallait le faire. Ils sont en train de le faire. Ils vont essayer de le faire d'ailleurs. Et je n'oublierai jamais qu'une loi de finances, c'est 12 mois. C'est du 1er janvier au 31 décembre, ni plus ni moins. Cela d'autant plus que chaque budget, quand il est mis en œuvre, quand il est engagé, vers le mois de juin, juillet, on commence à préparer la mouture du projet de loi de finances. Quand on arrive au mois d'octobre, on rentre dans le premier mandat, disons le Parlement, la session parlementaire, et on commence à préparer le projet de budget de l'année qui suit. Est-ce que vous voulez dire par là qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper? Non, ils ont le temps de s'en occuper, mais le problème, c'est que vous avez des budgets qui ne sont pas exécutés à 100%. Il n'y a qu'une partie du budget qui sont réfléchis, programmés, et 30% de ces budgets ne sont pas... effectivement, on arrive au mois d'octobre et on n'a même pas dépensé 30%. Et ça commence à devenir problématique. Je pense que tout le travail qui est fait par les fiscalistes, c'est un travail de réflexion à moyen et long terme. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, professeur Harraj, c'est ce que disait Mohamed Raj tout à l'heure. Absolument. Ça a pris 10 ans dans les années 80. C'est après 10 ans, ce n'est qu'après une dizaine d'années qu'on arrive à se dire « Ah, on avait 3 impôts importants qu'on va engager ». Parce que la TVA, les impôts indirects n'ont pas été introduits facilement. Même les impôts directs qu'on a imposés aussi, il fallait du temps, parce qu'il faut voir quels sont les mécanismes. Et c'est exactement ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les grands... S'il vous plaît, dans les années 80, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la mondialisation, il n'y avait pas un certain nombre de choses. Je m'explique. Oui. Dans les années 80, ça allait beaucoup moins vite que maintenant. Donc si on doit mettre à chaque réforme fiscale, on doit mettre 10 ans, on ne s'en sort pas. Non, il y a des moments ce n'est pas la même chose. Non, non. Alors, je ne veux pas dire ça, non. Ce qu'on veut montrer ici, c'est qu'il y a des va-et-vient, il y a des débats, il y a des discussions, il y a même des prises de bec qui se font dans les coulisses entre les experts comptables, entre les entreprises, etc., pour que, quand on met en place une réforme, il faut qu'elle soit la plus juste possible, la plus appropriée à la classe sociale à laquelle elle est destinée, mais aussi que le budget de l'État ne soit pas grevé. On n'est pas en France pour dire que c'est le 49.3 pour faire passer telle mesure. Voilà, heureusement. Parce que c'est véritablement des situations très compliquées dans lesquelles le gouvernement ne peut pas se retrouver. C'est ça le problème. Alors, on est obligé de réfléchir à moyen et long terme dans cette logique d'augmentation des recettes et d'adaptation de nos recettes aux besoins qui se profilent devant nous. Alors, on va essayer d'avancer parce que j'aimerais bien qu'on passe à l'éducation. On va réserver les 10-15 dernières minutes de l'émission à parler de la question de l'éducation nationale. La pharmacie. Voilà, on y arrive. Alors, sécurité sanitaire, souveraineté pharmaceutique, TVA, droit de déduction, pas déduction, investir au Maroc, ne pas investir au Maroc, importer, pas importer. Question qui vous est posée à vous deux, on commence par vous, Mohamed Raj. Qu'est-ce que cette loi de finances nous réserve en matière de secteur pharmaceutique, sachant que c'est quelque chose, ce sont des produits qui sont vitaux, c'est le cas de le dire, pour la population. La TVA pose un problème, les médicaments posent un problème. Il y a un effort fait par le gouvernement, en ce sens, il décide pour une fois l'exonération après avoir exonéré les médicaments destinés aux maladies chroniques. Maintenant, le problème qui est posé, ce cadeau est un cadeau vicieux, il est pernicieux. Il propose l'exonération,
Mais en parallèle, parce qu'ils profitent de l'analphabétisme de tous les Marocains, parce qu'ils ne s'intéressent pas à la chose fiscale, c'est sans droit de déduction. Ça signifie quoi sur le plan technique? Un fabricant de médicaments va acheter des équipements, il paye 20% de TVA. Il n'a pas le droit de les récupérer maintenant. Donc, il va les intégrer dans le coût de revient. Il va acheter les matières premières, il va payer 20% de TVA. Il va les intégrer dans le coût de revient, ainsi de suite. Donc, lorsqu'il va vendre le médicament, il va facturer 0%. Mais lui, lorsqu'il veut récupérer, la loi lui interdit de récupérer. Par voie de conséquence, toutes les TVA facturées en amont par les différents fournisseurs vont être intégrées dans le prix et par voie de conséquence, le prix de vente va augmenter. Ce qui pose le problème en matière de concurrence. Est-ce que les médicaments qui seront fabriqués au Maroc à partir de l'année 2024 seraient en concurrence avec les médicaments importés? D'autant plus, c'est une contradiction pour moi. Il y a 2 ans, 3 ans, lors de Covid, Sa Majesté avait beaucoup insisté sur la souveraineté médicale. On est allé même jusqu'aux Chinois. Ça a fait l'objet du premier discours d'ouverture et de la nouvelle fabrication, maintenant l'usine de fabrication des vaccins. Donc, pas de conséquences. Si demain le producteur marocain ne trouve pas son compte, qu'est-ce qu'il va faire? Ou bien il va consister en une seule opération d'importation, ou bien tout simplement il va déloger ses usines pour aller s'installer ailleurs, pourquoi pas en Algérie ou là en Mauritanie, et importer le médicament pour fabriquer. Alors que pour moi, il faut maintenir le tissu de fabrication de médicaments au Maroc sous licence, peu importe, mais au moins on est sûr d'avoir les médicaments pour les Marocains. Mais il faut faire de telle sorte de ne pas se cacher derrière cet objectif financier pour créer des distorsions sur le plan économique, parce que le prix du médicament, en fin de compte, va augmenter à cause de la non-récupération de la TVA, et ça ouvre toutes les portes, bien sûr, au problème de la concurrence. Très clair. Alors, on passe à autre chose avec vous, Iman Bourala. L'entreprise, PME, TPME, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues dans ce auto-entrepreneur retenu à la source, etc. Oui, il y a des nouveautés, il y a de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. On en parlait donc, monsieur Razian. Par quoi vous allez commencer? De toute façon, coûte que coûte, bien qu'on voudrait une réforme beaucoup plus globale du Code général des impôts, l'exécutif est acculé à mettre en œuvre, poursuivre la mise en œuvre des dispositions de la loi 69-19 relative à la réforme de la fiscalité. Et donc la nouveauté, bien sûr, on en a parlé depuis le début de cette émission, c'est l'épineuse question de la TVA. C'est la problématique du butoir, la neutralité, l'équité fiscale sont autant d'éléments que ce PLF auquel ce PLF essaye de répondre. Il y a aussi de bonnes nouvelles, donc dans le cadre de l'instauration d'une confiance entre la Direction générale des impôts et les contribuables, comme par exemple l'instauration de la rectification spontanée des irrégularités fiscales. Moi, je pense que c'est un pas de plus vers le renforcement de cette relation de confiance entre le contribuable et l'administration, mais également de responsabilisation du contribuable. Jusqu'alors, on était dans une sorte de régime fiscal assisté. Là, on passe à un régime beaucoup plus déclaratif où le contribuable est acteur de ce système. Il y a aussi la solidarité en matière de taxe sur la valeur ajoutée. C'est une mesure qui a fait tiquer, bien sûr, le patronat. Ça suscite des inquiétudes, bien que la responsabilité civile du dirigeant, elle est, on va dire, introduite de par la loi. Donc il y a eu le débat au niveau du patronat pour, bien sûr, entourer cette disposition de toutes les garanties possibles aussi, parce que quand vous engagez votre responsabilité personnelle en tant que recouvrement, il peut être question aussi de l'engagement de votre patrimoine personnel. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui va inquiéter. On n'est pas encore habitué à cette culture dans la gestion entrepreneuriale au Maroc. Ça veut dire chaque décision, chaque erreur de gestion, chaque manquement donne lieu à des conséquences qui peuvent être lourdes. Et ça, donc, c'est quelque chose qu'il faut implémenter graduellement, rassurer les chefs d'entreprise, mais également les responsables financiers au sein des entreprises. Vous imaginez, vous faites une signature et demain, vous engagez votre patrimoine personnel. C'est quelque chose qui peut faire peur, mais c'est quelque chose qui est tout à fait
courante de Parlement. Par contre, par rapport à la retenue à la source, là aussi, c'est la question du timing. On est dans un timing qui est très difficile pour l'entreprise marocaine. Les indicateurs économiques sont là pour en témoigner, ne serait-ce que celui des défaillances attendues en 2023. On est dans une conjoncture économique des plus difficiles. Dans les 12 000 à peu près 20 000. On va vers un record. Donc les récentes données d'Inforisque font froid dans le dos. Même l'Observatoire marocain de la TPME, il a révélé un essoufflement de la dynamique de création des entreprises. Et donc quand vous arrivez sur cette question d'irrégularité, ça peut poser problème parce que certaines entreprises, chefs d'entreprise, se voient quelque part se substituer à l'administration fiscale. Avoir une autorité de faire de retenue à la source si le fournisseur, par exemple, ne présente pas une attestation numérique de régularité fiscale d'au moins 6 mois. Ça, c'est comme, je dirais presque, alourdir le travail d'une entreprise, surtout pour le secteur privé. Et tout est numérique maintenant. Tout est numérique, mais c'est une responsabilité, vous savez, c'est une responsabilité, ça peut être une conséquence aussi, c'est selon où est-ce qu'on se pose. Sachant que si une entreprise fait une retenue à la source à l'encontre d'une autre et que celle-là se retrouve avec des problèmes, un manque de fonds de roulement, ça peut avoir des conséquences extrêmement lourdes. Mais en fonction de ce... Oui, allez-y. Non, mais c'est parmi les contraintes. Vous savez, quand vous suivez le recours au crédit bancaire, vous voyez bien sûr que le fonds de roulement arrive en tête. Ça veut dire que les entreprises marocaines n'arrivent pas à maintenir la tête en dehors de l'eau en raison de la pandémie, en raison du contexte mondial, en raison de l'inflation. Ça fait une succession de chocs exogènes et endogènes que l'entreprise doit encaisser pour continuer son activité. Quand vous dites, je reviens sur cette question d'attestation régularité, le principe de solidarité fiscale, etc., Driss Essaoui, Emmanuel Bourala nous dit que ça se fait un peu dans le monde, nous ça nous fait un petit peu peur ici au Maroc, au tissu entrepreneurial, mais ça se fait comme ça dans le monde. Oui, mais dans le monde, il y a peut-être d'autres critères qui rentrent, il y a peut-être une autre culture, un autre mindset entrepreneurial. C'est pas la nôtre. Est-ce que pour être clair et peut-être même un peu provocateur, est-ce que avec cette mesure-là et la mesure de retenue, est-ce que l'État le gouvernement ne fait pas finalement des entreprises un supplétif de ses services fiscaux? Oui. Est-ce que c'est le rôle d'une entreprise de jouer le rôle du supplétif fiscal? C'est pas son rôle, mais ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés de le faire. Pourquoi? Parce que le système fiscal est là. Il est presque, on va dire, rigide. Chez Hadichi, quoi. La loi est ainsi faite. Oui, mais ça c'est la loi, on est d'accord. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le système fiscal fait en sorte d'établir un certain nombre de frontières qu'il ne faut pas dépasser. Alors, ici, vous me posez la question de savoir comment avoir une attestation de régularité. Ça, vous deviez me poser cette question. C'est extrêmement difficile. Comment vous voulez avoir une régularité par rapport à qui et par rapport à quoi et quand? C'est ça la question. Dans le système fiscal marocain, les entreprises ne s'échangent pas assez d'informations entre elles pour pouvoir justement donner cette attestation de régularité, pour pouvoir dire que telle entreprise a bien fait son travail, l'autre ne l'a pas fait, d'autant plus que nous avons un tissu entrepreneurial et industriel. Il est fait de 94% de PME, PMI, TPE, etc. Alors il y a même des unités industrielles, des unités qui travaillent, qui ont une existence fiscale, mais qui n'ont pas justement le moyen de pouvoir se déclarer comme étant des acteurs du jeu fiscal. C'est ça le problème. Il y a ceux qui ne payent pas, il y a ceux qui... Alors de quelle régularité voulez-vous qu'on parle ici? C'est ça la question. Comment la fiscalité peut être sûre que telle attestation est réelle, que telle entreprise a payé ce qu'il faut, et on est dans cette logique. La seule chose, tout à l'heure on n'en a pas parlé, pour par exemple la TVA en tant qu'impôt indirect, il y a une simplification des taux, on passe d'une multitude de 7, 10, 14,
20% à deux taux de 10 et 20% pour les entreprises. Donc ça, ce sont des choses, c'est autant d'indicateurs qui font que la lecture du paysage fiscal est une chose extrêmement difficile pour les entreprises. Et il n'est pas facile, justement, de pouvoir dire que ça va se passer comme ça et non pas autrement. Écoutez, moi j'essaie de comprendre, j'entends qu'il y a un record de 20 000 défaillances cette année, que de l'autre côté, vous dites, et vous avez raison de le dire, que 90% plus ou moins du tissu entrepreneurial marocain est constitué de PME, TPME, et que c'est peut-être pas le meilleur moment de prendre une décision. Oui, pour revenir, il y a une relation linéaire entre entreprises. Alors rapidement, si Mohamed Raj voulait intervenir, voilà, après vous. C'est devis, bon de commande, facture. Voilà. Devis, bon de commande, facture. C'est comme ça, c'est ça la relation entre entreprises. C'est ça qui devrait voilà, être donc là, on fait de passe à un autre niveau. On fait de l'entreprise un supplétif des services fiscaux. Et là, ça pourrait poser problème. C'est très simple. Toute la philosophie qu'on a essayé un petit peu de développer durant la réforme fiscale précédente, c'est-à-dire de responsabiliser le contribuable, c'est à lui de calculer sa matière imposable, absolument, de calculer le montant de l'impôt, de remplir une déclaration, d'aller la déposer auprès de l'administration et s'acquitter de montant de la dette fiscale. Tout le système a été basé sur ce système déclaratif. Voilà. Malheureusement, on est en train de reculer cette fois-ci avec les fameuses retenues à la source. Si on a pris l'habitude de voir les salaires ponctionnés à la source et les entreprises, en général, engagent des ressources humaines qualifiées dans des équipements également parfois qui coûtent très cher pour s'acquitter de cette tâche. Parce qu'à la rigueur, un employeur peut verser le salaire brut au salarié selon les termes du contrat. C'est au salarié de se démerder avec l'administration fiscale, avec les couvertures sociales, ainsi de suite. Mais on a accepté la couleuvre de la retenue à la source sur les salaires. Puis, il y a 2 ans, en 2017-2018, on a obligé cette fois-ci toutes les entreprises qui sont locataires de locaux de retenir à la source un montant d'impôt sur le foncier au taux de 10% et de 15% et de le déclarer et de le verser au Trésor chaque mois. Et on arrive en 2024, on propose cette fois-ci la retenue à la source de la TVA à calculer cette fois-ci par le client, parce qu'on a introduit un système qu'on appelle l'autoliquidation. Donc c'est le client qui a affaire à une entreprise qui est hors champ en matière de TVA ou bien qui vend des produits sans droit à déduction, de faire le travail à la place. Donc par voie de conséquence, c'est le client qui va retenir le montant de la TVA. Et là, vous avez 2 situations. Vous avez les fournisseurs de marchandises, mais également les fournisseurs de travaux. S'il présente une attestation de régularité fiscale, il parle maintenant, elle est électronique. Donc, en principe, on ne va pas faire la retenue à la source. Par contre, s'il ne présente pas l'attestation fiscale dans les 6 mois, ou bien elle est complètement absente, c'est au client, c'est à l'entreprise de faire le travail sous forme de retenue à la source, de la déclarer. C'est ce client-là qui est responsable sur ses biens personnels? Oui, non. C'est pas lui. Ouais, à la rigueur, oui, pourquoi pas? Parce qu'on parle de la responsabilité, parce qu'ici, l'obligation, c'est au client de faire ce travail à la place du fisc. S'il s'agit des prestataires de services, certificat de régularité 6 mois, on fait une retenue à la source de 75%, absence de certificat, retenue à la source de 100%. Mais que va faire l'administration fiscale avec son département contrôle? On avait travaillé pendant longtemps, il faut que l'administration fiscale exécute la loi et s'occupe du contrôle fiscal. Maintenant, les retenues à la source détachent de plus en plus, qui sont tout simplement déviées et dirigées de plus en plus vers l'entreprise. C'est une tâche qui incombe à l'administration fiscale. Normalement, c'est le principe déclaratif avec comme pendant le contrôle fiscal. C'est comme ça que ça se passe. C'est le couple. Expliquer qu'on a avalé la couleuvre de la retenue à la source sur les salaires. Maintenant, on passe sur les loyers. Sur les loyers. Et maintenant, on passe aussi sur la TVA. Ce n'est pas parce que le législateur a une mentalité américaine, si j'ose dire, que les contribuables l'ont aussi, peut-être pas. On verra bien comment ça va donner. Je voudrais passer, il nous reste à peu près un peu moins de 10 minutes, sur la question de l'éducation nationale. On ne peut pas ne pas en parler quand on parle du gouvernement, du Parlement. Alors, Chakib Ben Moussa est ministre de l'Éducation nationale, après avoir été du préscolaire et du sport, après avoir été président de la Commission supérieure sur le modèle de développement. Un travail a commencé à être fait, des accords qualifiés d'historiques ont été conclus en début d'année, mais en cette même fin d'année, la situation est en plein blocage, comme vient de confirmer le communiqué de la Confédération démocratique du travail CDT cette semaine.
il y a eu une réunion, je fais très vite, hein, vous avez remarqué des CCAO, je commence par vous, après je passe aux autres. Le chef du gouvernement, dans un pacte, dans une réunion de la majorité, a parlé de NIA, a parlé de réforme et a parlé d'institutions. Soyez confiants. Soyez confiants, dire NIA, et il a constitué une commission avec Si Ibn Moussa, mais aussi Si Skouli, ministre de l'Emploi et de l'Inclusion, et Si Fawzi El-Khaja, ministre du Budget. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes à peu près pour chacun. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces choix ont été faits? Qu'est-ce qui a dérapé? Et cette commission, vous connaissez bien la formule, quand on veut enterrer quelque chose, on lui crée une commission. On crée une commission. Comment vous voyez les choses dans les semaines à venir? Parce que là, ça fait pratiquement un trimestre blanc pour nos enfants. Oui, c'est la hantise. En 2 minutes et demie, je sais que c'est un tour de force. Très rapidement, vous savez, aujourd'hui, tous les citoyens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que nous, on va avoir une année blanche pour nos enfants? Est-ce qu'on va encore une fois, nous sommes dans le secteur privé, est-ce qu'on va encore payer les frais de scolarité durant une année alors qu'il était prévu? D'ailleurs, le parti des Serlal l'avait demandé de sucrer cette partie disons, des dépenses au niveau de la fiscalité. Ça n'a pas été fait. Mais le problème, c'est que le ministre de l'Éducation nationale, il n'a pas pu s'engager dans un processus de négociation et de dialogue constructif avec les syndicats. Qui représente les syndicats? Est-ce qu'ils sont les plus représentatifs? Est-ce qu'ils représentent les citoyennes et les citoyens? Est-ce qu'ils représentent les jeunes, les enfants, etc.? Ça, c'est une grande question. Et finalement... Excusez-moi, les syndicats n'ont pas représenté les parents ou les jeunes, les syndicats représentent leurs affiliés, leurs adhérents. C'est ça. C'est-à-dire les enseignants. Les enseignants, mais le problème, c'est que c'est toujours la même chose. Parce qu'à chaque fois, quand on a voulu parler de la crise de l'éducation nationale, on a parlé des enseignants qui, eux, font trop de revendications, touchent trop de salaires, etc. On a toujours fait ça. Et je pense que le ministre de l'Éducation nationale est resté braqué sur cette position-là et les syndicats ne l'ont pas accepté. Ils ne l'ont pas accepté et du coup, ils sont partis dans ce mouvement de grève qui pose des grands problèmes jusqu'au jour d'aujourd'hui. On est encore dans cette logique. Les gens ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés demain. Et c'est ça le problème. Et je pense que même la petite commission qui a été créée, un représentant du ministère de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Emploi, le ministre de l'Éducation nationale, est-ce que ces 3 personnes vont pouvoir trouver les solutions? S'ils ont le génie de pouvoir parler le langage des syndicats, je pense qu'ils vont pouvoir s'en sortir et trouver des choses qui permettent au gouvernement de mettre de l'eau dans leur thé, pas dans leur vin. On verra bien si Mohamed Raj, est-ce que ce n'est pas un désaveu aussi du ministre de l'Éducation nationale par le chef du gouvernement? Oui et non. Pour moi, l'enseignement... 2 minutes. Ce n'est pas une dépense sociale, comme parfois certains responsables marocains le qualifient. C'est un investissement dans l'homme. Dans l'avenir. Ils n'ont pas une idée combien ça va coûter l'ignorance et l'analphabétisme. Donc c'est un investissement à long terme dans le capital humain, surtout dans un monde qui évolue énormément. Bientôt, ça va être l'intelligence artificielle. Donc, peu importe le montant qui sera réclamé par les syndicats, par les enseignants, avec une augmentation de 2500 dirhams promise avant, et puis vous avez le reclassement de certains professeurs de l'enseignement secondaire qui sont arrivés au stade hors échelle et qui restent stationnaires dans cette position pendant 20 ans, 25 ans. C'est un non-sens. Donc, par voie de conséquence, il faut reprendre le dossier au sérieux en termes de revendications matérielles. Puis, deuxièmement, au niveau du statut, on a un statut qui a été décidé par une loi dans le cadre de la loi de la fonction publique dès 1958. Elle n'a jamais posé problème. J'étais président d'université, c'est peut-être 1 fois ou 2 fois sur 10 ans que j'ai utilisé le statut parce qu'un enseignant ou un administratif qui a donné ou là qui a disparu dans la nature pour attirer son attention et après le conseil de discipline, on lui donne un avertissement. Donc pourquoi ne pas garder le même statut décidé par la fonction publique et qui n'a jamais été remis en cause par tous les syndicats sans exception. Donc on garde le même statut à défaut d'une amélioration et revoir à la hausse. Moi je suis pour un effort financier malgré la conjoncture difficile.
il faut donner une suite et sauver 7 millions de Marocains. Sur l'avenir. À vous, Iman Bourara, et on termine avec votre prise de parole sur cette question d'éducation. Écoutez, moi je suis issue de la famille de l'enseignement. Donc les parents, les frères et sœurs, les oncles, les tantes, etc. Et donc je comprends tout à fait la frustration. La frustration qu'a l'enseignant d'aujourd'hui et qu'il manifeste parce qu'il travaille dans des conditions très difficiles. Parfois, c'est des conditions financières difficiles, des moyens techniques inexistants. Des fois, c'est des affectations loin de leur famille, etc. Donc, il y a beaucoup de problématiques. Et donc, il y a aussi la question de la sécurité, par exemple, pour les jeunes filles qu'on va affecter loin de leur foyer familial et qui doivent engager des frais de location, etc. Et j'estime effectivement que pour valoriser l'enseignement, il faut valoriser l'enseignant. C'est le maillon fort et le maillon faible à la fois, malheureusement, dans cet écosystème. C'est une des recommandations phares du rapport du nouveau modèle de développement. Et peut-être que le gouvernement n'a pas fait attention, et pourtant il a eu l'expérience avec les contractuels, que c'est l'un des secteurs les plus syndiqués. Ça veut dire que quand vous voulez prendre une décision, vous avez intérêt à qu'il y ait un consensus là-dessus. Et je suis confiante pour la simple raison, parce que ce gouvernement, avec les contractuels, vous vous rappelez très bien, hein, c'était le blocus total et à un certain moment, ils sont parvenus à une solution. La forme de commission, moi, ça ne me dérange pas pourvu qu'on trouve une solution. Le fait aussi de faire un effort financier, ça ne me dérange pas. En contrepartie, il faudrait que ces négociations qui se passent dans une bulle à part influe positivement sur la deuxième bulle qui est l'élève, l'étudiant, le parent d'élève, c'est d'avoir un enseignement de qualité et de rigueur et réhabiliter l'école publique marocaine en tant qu'ascenseur social. Sur ces propos, on termine notre émission. Driss Issaoui, Mohamed Raj, Iman Bourara, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir apporté vos éclairages sur ce projet de loi de finances, sur ce qui reste à faire et sur cette question épineuse d'éducation à laquelle il faudrait qu'on revienne. Non, je sais bien que ça va passer par la deuxième chambre, il y aura encore des débats. Et je pense qu'on va revenir sur ce projet de loi de finances, sur cette loi de finances 2024 et aussi sur cette question de l'éducation. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.